concrètement, vous faites enfin, de la recherche quantitative et du trading quantitatif, mais quel est l'avantage concret de ça? Quels sont voilà, les points les plus clés qui font que le quantitatif aujourd'hui est utile, est lucratif et tout simplement une discipline de plus en plus, comment dire, euh, euh, enseignée et utilisée? Alors, le quantitatif, euh, c'est euh, c'est important en fait pour plusieurs raisons. En fait, la première déjà, c'est le risk management. En fait, quand tu as une stratégie, il faut savoir exactement quel est ton risque quand tu la lances. En fait, et suivre ta stratégie avec les bonnes métriques, c'est absolument nécessaire pour essayer de réduire au maximum ce qu'on appelle voilà, les max drawdown, avoir en fait un ratio de Sharpe optimal, enfin avoir des métriques qui aident déjà à ce que tu finisses par rect. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça permet, comme j'ai dit en fait un petit peu, ça permet en fait de sélectionner des stratégies non pas basées sur le ressenti, parce qu'en fait l'homme commet des erreurs par nature, mais Il est essayer de, influençable aussi il est par de... influençable. Ouais. Mm. Exactement. Il est influençable, il commet des erreurs par nature. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de systématiser les stratégies pour essayer en fait d'avoir les métriques les plus intéressantes. Euh, 3, le quantitatif, il sert toujours. Par exemple, tu veux lancer un protocole, tu veux savoir quel est ton niveau, le niveau pour lequel tu veux liquider une position ou n'importe quoi. En fait, c'est des approches où c'est intéressant de voir si ce niveau va être atteint souvent ou pas, s'il est atteint, de combien est-ce qu'il va être traversé. Voilà, c'est une approche qui permet en fait d'avoir une idée sur, par exemple, calibrer les paramètres pour un certain protocole par exemple, faire du lending. Et finalement, en fait, dans les activités, par exemple, aussi de market making, tu as besoin de calibrer aussi ton spread bid-ask en fonction de certaines métriques que tu peux calibrer. Et t'as pas envie, par exemple, d'être vendeur quand le marché en fait il est en tendance Haussière. haussière importante. Et en fait, market making, c'est exactement ça. C'est que quand les gens veulent veulent acheter, toi, tu as besoin de vendre pour animer ça. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre, par exemple, le risque de ton inventaire et essayer de réduire au maximum ce risque-là avec une approche qui est quantitative. Donc c'est voilà, ça, on va dire, c'est une approche, l'approche traditionnelle. D'ailleurs, c'était l'une de tes questions à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure. C'est l'approche traditionnelle du quant dans, dans la TradeFi, qui est utilisée pour les signaux, mais aussi pour le risk management. Maintenant, en fait, quand tu es compte et que tu es dans la crypto, c'est aussi essentiel, par exemple, de savoir coder en Solidity, etc. Euh, et ça, par exemple, quand tu es compte et que tu arrives plus ou moins à simplifier des formules pour essayer d'optimiser le gaz, c'est aussi en fait un avantage qui peut être assez, euh, assez important. Donc, est-ce que tu dirais que le quantitatif, c'est le fait d'ingérer énormément de données, d'utiliser ces données pour essayer de prédire des événements et donc d'obtenir des probabilités pour certains événements à partir de toutes les données ingérées, et ensuite de systématiser des actions pour profiter euh, d'un edge que vous pouvez avoir sur le marché par rapport aux probabilités que vous avez compute, en tout cas créées? Ouais, c'est en partie. En fait, on peut diviser un peu le quantitatif en deux. Tu as en fait l'aspect stochastic pricing. Donc là, en fait, tu as besoin de données, mais pas autant que dans le deuxième aspect que je vais aborder. Donc, tu as besoin, par exemple, pour calibrer les paramètres. Je sais pas, tu veux pricer une option, tu as besoin en fait d'une surface de vol. Cette surface de vol, tu la calibres sur le marché. T'as pas forcément besoin d'énormément de données pour par exemple calibrer ta surface de vol. Tu as juste besoin d'avoir en fait les prix à chaque maturité et chaque strike. Tu as une approche stochastique, donc par exemple qui peut aider
au pricing, et tu as une approche statistique que tu peux, du coup, là où tu as besoin vraiment beaucoup de données, oui, mais aussi des données clean, qui peuvent être ingérées en fait à un framework de backtest pour essayer d'avoir en fait l'approche la plus propre possible. Donc il y a vraiment deux familles en TradFi, et maintenant en crypto, il y a de nouveaux aspects qui apparaissent, qui sont plus de l'optimisation de gaz dans le smart contract par exemple, où tu n'as pas vraiment besoin d'avoir les compétences quant classiques, mais tu as juste besoin en fait d'avoir des compétences mathématiques pour optimiser le gaz d'un smart contract par exemple. Est-ce que demain, je sais pas, je suis assez curieux et assez ambitieux, et je me dis, j'ai envie de me lancer dans le trading quantitatif. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable seul? Et si oui, quels prérequis enfin, t'as besoin? Est-ce que tu as besoin, par exemple, de payer plein de samples de données et des accès API à des services qui ont de la donnée qui est très, très granulaire, etc. J'en sais rien, des Kaiko ou des Messari ou d'autres. Est-ce que tu as besoin de développeurs et de savoir nécessairement coder? Quels sont un petit peu les prérequis pour se lancer dans le trading quantitatif? Euh, je suppose que Et voilà. je pense qu'il y a beaucoup Vas-y. d'écoles. Pour moi, un compte, en fait, c'est essentiel qu'il sache coder. C'est l'un des prérequis. Donc, un compte doit savoir coder. Il doit être, à l'aise face aux équations, et il doit avoir des compétences en finance. Ça, c'est un compte classique. Et donc, pour la crypto, il faut en plus ajouter la dimension smart contract, connaître le protocole, non pas seulement le connaître superficiellement, mais vraiment savoir comment ça fonctionne, quelles sont les entrailles. Comme par exemple, je sais pas, si on prend l'exemple de StakeDAO ou de Convex, quand on investit par exemple sur les Volt, il y a ce qu'on appelle le harvest, et en fait le harvest, si par exemple tu vois juste le yield, euh, tu connais que la moitié de l'information. Il faut savoir que en fait c'est le yield, tu ne l'obtiens que après une certaine période de harvest, et ça typiquement c'est des contraintes qu'il faut rajouter par exemple à un algo d'optimisation que tu as envie de construire. Euh, du coup, coder, c'est important, avoir des compétences crypto, c'est important. Et par rapport à ta question, comment te former, j'ai envie de dire, ça c'est variable C'est selon la possible sans personne. études? Euh, en fait, tout est possible à partir du moment où tu es curieux, parce que je pense vraiment la qualité première pour réussir, je pense, pas seulement dans le quant ou dans la crypto, mais dans la vie généralement, c'est la curiosité. En fait, il faut être curieux et bosseur, et à partir du moment où tu es curieux et bosseur, je pense que tu peux arriver à un résultat. Mais il faut aussi avoir en fait un, un comment dire, une formation au moins de base pour, par exemple, t'introduire à des choses comme, je sais pas, comme le calcul stochastique, comme la statistique, comme les choses comme ça. Mais c'est possible d'y accéder, je pense, sur Internet. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sources de contenu. Après, bah, je pense que c'est toujours plus facile de suivre une formation pour arriver à ça. Au moins avoir les bases, mais la base c'est pas assez pour que tu puisses être un peu différent de la masse. Il faut aussi beaucoup de curiosité et lire. Parce que la crypto, ça change chaque semaine. Une fois, j'ai C'est pris tellement 3 semaines. dynamique. Ouais, j'ai pris 3 semaines de vacances. Une fois, je suis revenu, je savais plus où on en était. Je comprends bien. Mais en fait, le truc, c'est que même en quelques jours, tellement de choses peuvent changer, même fondamentalement ou même d'un point de vue prix. C'est aberrant. Moi, aujourd'hui, je passe pas mal de temps sur Twitter et j'ai l'impression que si je suis pas là tous les jours sur Twitter, je vais louper 10 000 trucs. Bon, évidemment, il y a du gossip et des informations qui sont moins intéressantes. Mais il y a tellement de nouveaux projets, de nouvelles technos, de nouveaux développements que je me dis que si en crypto, tu lâches, ouais, comme tu l'expliquais, même 1 ou 2 mois, tu peux te sentir largué, hein. Hmm. Ouais, carrément, carrément, Euh, carrément. pour revenir peut-être sur... tu parlais d'un petit peu des prérequis pour être un quant. Comment tu définirais ou comment tu pourrais déterminer si un quant est mauvais ou pas, tout simplement? À quoi tu le vois?
historiquement? Est-ce que il y a des choses en général qui te trompent pas et qui te rendent mauvais en tant que compte? Euh, En fait, c'est une bonne question. Euh, Généralement, quand je fais passer les entretiens, parce que le compte, en fait, c'est un domaine qui est très vaste. Donc, c'est un domaine qui est très vaste et en même temps, en fait, on demande d'être très dans le détail, dans les compétences que tu as. Donc, ma manière, ma manière plus ou moins de juger, et encore une fois, c'est ma manière. Peut-être elle est mauvaise, peut-être des fois je fais des mauvais jugements, mais je regarde les projets que la personne sur laquelle elle a travaillé et je regarde à quel point est-ce qu'elle connaît par exemple les détails des choses qu'elle a faites. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est compte qui fait la crypto, qui a utilisé Curve, je vais lui demander quel Tu est vas le le challenger. système. Je vais le challenger, comment fonctionnent les systèmes des gauges, comment fonctionnent les, euh, les AMM, c'est quoi les maths derrière, voilà quoi. Enfin, il faut qu'il ait une idée assez précise s'il a travaillé sur un sujet, il faut qu'il ait une idée vraiment précise et des problématiques qu'il a pu aborder. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu notes en général qui font que tu peux être un mauvais compte? Par exemple, toi, enfin, comment tu peux déterminer que toi, par moment, tu es mauvais ou que tu as des mauvaises performances? Enfin, est-ce que c'est la pure conséquence de perdre de l'argent ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer dans tout ça? Et aussi, est-ce que, par exemple, dans un fonds comme Stake Capital, il y a des gens qui sont dédiés au money management et au risk management ou est-ce que genre c'est quelque chose qui fait déjà partie intégrante de ton job? Alors ça fait partie intégrante du job et c'est quelque chose qu'on est encore qu'on essaie d'améliorer quotidiennement. En fait, un compte, il faut juste séparer un compte d'un compte trader d'un trader. En fait, un trader, son KPI, c'est sa performance. En fait, un compte trader, il peut donner des signaux, il backtest, il a un certain profil de distribution de rendement. Et si, par exemple, la manière avec laquelle il a backtesté finalement en fait tu sors avec des métriques qui n'ont aucun rapport, ça veut dire en fait qu'il a commis des erreurs dans son backtest. Les erreurs, ça peut venir de beaucoup de choses, ça peut venir d'une erreur de code comme ça peut venir d'une erreur même de design de framework de backtest. Il y a beaucoup de comptes en fait qui font de l'overfitting, qui calibrent leur par exemple de comptes traders qui calibrent leur modèle sur des données historiques sur les mêmes, enfin, ils utilisent les mêmes données pour valider leur stratégie et ça, c'est mauvais. Là, je simplifie beaucoup, mais derrière, en fait, quand on peut des fois utiliser calibrer sur des données historiques et les tester sur les mêmes données sans même s'en rendre compte. Donc, voilà. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est un modèle pour les gens qui nous regardent? Parce que à chaque Ah, fois, pardon, il y a tellement de termes techniques, j'ai peur de les perdre, hein. d'accord, un modèle. Du coup, en fait, euh, par exemple, on va prendre le modèle de base qu'on appelle le modèle enfin, le modèle, ça veut pouvoir dire beaucoup de choses selon le contexte. Donc, par exemple, dans les processus stochastiques, un modèle, c'est quelque chose qui permet de simuler le prix, le prix du, euh, du sous-jacent et avoir en fait une distribution de prix future. Ça veut dire, voilà, tu as l'Ethereum qui est autour des 1600, 1600, 1500 et quelques. Euh, Tu as envie d'avoir une distribution future. Enfin, une distribution, tu veux avoir en fait quel est le prix de l'Ethereum par exemple dans une semaine. Et là, en fait, tu utilises un modèle qu'on appelle Black-Scholes, donc c'est qui permet en fait de prendre en compte la valeur aujourd'hui. Il prend en compte en fait ce qu'on appelle les taux d'intérêt risque neutre euh, et la volatilité et la maturité à laquelle tu as envie de voir le prix de ton sous-jacent. Et à partir de ça, en fait, ça te donne une distribution future. Et c'est ça en fait le modèle, par exemple Donc, dans les c'est une stochastiques. sorte d'algo dans lequel tu mets de la donnée et derrière, ça te ressort des probabilités.
Ça peut être des algos comme ça peut être des formules fermées. Ok. Et est-ce qu'un modèle peut être biaisé d'une certaine manière parce qu'au final c'est toi qui le définis ou est-ce qu'il y a des sortes de templates ou en tout cas des trucs habituels, standardisés d'un point de vue modèle? Parce que en soi, si les modèles sont créés par des humains, ils peuvent aussi eux avoir des sentiments ou avoir des biais d'une certaine manière et reproduire des erreurs que nous on peut faire en tant qu'humains et qu'on souhaite initialement éviter avec l'approche quantitative et systématisée. Alors, il y a des modèles plus ou moins connus. En fait, on sait plus ou moins la distribution, comment elle est faite selon les classes d'actifs. Euh, mais on va dire, les, il y a des modèles qui existent déjà. Par exemple, j'ai parlé de Black-Scholes. Ça, c'est une formule fermée et sur laquelle, en fait, on, on se base pour pricer des options ou d'autres choses. Mais on sait que, par exemple, ce modèle-là, il a quelques points négatifs. Il y a une phrase connue, il dit en fait le Black-Scholes, c'est le mauvais modèle avec les mauvais paramètres pour donner le bon prix. Donc Ok. les modèles, ils ont leurs limites. C'est juste ça peut être utilisé dans ce cadre-là pour avoir en fait c'est une sorte de consensus pour avoir par exemple un certain framework pour derrière hedger ton portefeuille ou faire d'autres choses. Est-ce que tu as déjà vu des modèles ou des algos faire n'importe quoi, déconner et affecter le marché? Ouais. Euh, Tu vois, Pour, peut-être si tu as des exemples, pas forcément de chez vous, je suppose, parce que c'est pas forcément les trucs ah, dont on aime parler, mais peut-être des exemples un peu admis publiquement que tu as pu voir, euh, j'ai pas autour de toi, dans la DeFi, dans la dans la CeFi. DeFi, euh, dans la DeFi, j'ai pas encore vu ce genre, mais ce genre de. Tu peux reprendre direct. Ouais, du coup, j'ai déjà assisté à, à des modèles qui étaient mal calibrés. C'est-à-dire en fait le modèle il tournait de manière systémique et en fait c'était les mauvais paramètres qui ont été injectés à ce modèle-là et qui tournait en Mhm. prod et dû en fait à une limite pas c'était capital hein, dans Maisons et dû à une certaine voilà c'est en fait le modèle enfin il y avait les mauvais enfin je peux pas trop rentrer dans les détails mais il y avait en fait les mauvais paramètres entrés dans le modèle qui était utilisé pour les Il était investissements. mal paramétré. Il était mal paramétré, ouais. Et quel impact ça a eu sur le marché? Est-ce que c'est des grosses mèches? Est-ce que ça peut pousser le prix dans un sens, dans l'autre? Quelles sont les conséquences d'un mauvais paramétrage de modèle pour des fonds comme vous, typiquement? Normalement, si le risque est bien mis en place avec une bonne équipe de risk management, normalement, en fait, tout est fait pour que ce genre de problème, on puisse le voir très très vite. Tout à l'heure, tu avais une très bonne question à savoir comment est-ce que tu sais que le strike que j'avais choisi était correct. En fait, quand on a des modèles comme ça, on peut prédire par exemple ce qu'on appelle la VAR, la value at risk. Et la VAR, en fait, c'est un quantile. Ça veut dire, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est dans 10% des cas, on est censé être en dessous de cette valeur, par exemple. Et quand on backtest, par exemple, même historiquement pour voir si le modèle est correct ou pas, on peut se rendre compte que d'un coup, en fait, cette VAR-là, elle est toujours breach. Elle est toujours breach, toujours breach. Et ça, en fait, c'est censé être quelque chose qui On en était où du coup? Désolé. du coup, on parlait de quel serait l'impact. Et ce que je te disais, Ouais. c'est par rapport en fait au framework de risk management, c'est censé être des choses qui doivent être prises en compte dans le framework de risk management. C'est-à-dire en fait quand tu as un modèle, tu es censé avoir en fait des sortes de seuils limites à partir duquel tu dis ok ce modèle-là il est faux, il faut que je le change. Et ça c'est avec un suivi quotidien. Est-ce que les modèles que vous créez, etc., ils sont aussi bons à long et enfin, à court et moyen terme et long terme, ou est-ce que il y a par exemple des time frames sur lesquels vous êtes bien meilleur, et du coup, est-ce que ça impacte aussi votre manière de vous positionner, tout simplement? Chaque time frame il a sa propre approche.
Chaque time frame a sa Ok. propre approche. Là, on est encore en train de build beaucoup de choses. Et tu as une approche high frequency, tu as une approche mid frequency, et une approche plus long term frequency. Et selon en fait la fréquence que tu veux, en fait, il y a différents paramètres qui vont rentrer en compte. Ça peut être macroéconomique, comme ça peut être micro avec l'order book. Donc, selon la time frame, c'est des modèles qui sont complètement différents. À quoi ça ressemble ton job au quotidien? Je sais pas, à quelle heure tu te lèves? Est-ce que tu es amené à travailler avec beaucoup de personnes ou est-ce que c'est un travail assez solitaire? Comment ça se passe? Comment se déroule une journée type d'un compte de ton type, tout Euh, simplement? c'est un peu des deux. Il y a un peu de solitaire, parce qu'en fait, quand tu travailles sur un modèle, voilà, il faut rester focus. Le réveil, ça dépend. Enfin, à un moment, j'ai commencé un peu à, Avoir un j'ai- mauvais j'ai- rythme? j'avais commencé à regarder non, des vidéos et des gens un peu qui disent ouais, c'est bien de se lever à 5 heures du mat, etc. Du coup, j'ai essayé un peu de suivre ce rythme. Et j'ai pu le tenir pendant peut-être euh, peut-être 5-6 mois. Mais là, je T'as reviens craqué, ouais, tu reviens à la raison. là, je reviens à la raison. Là, enfin, mes journées généralement commencent entre 7h30 et 8h. Et voilà, enfin, en vrai, dans la crypto, on compte plus nos heures passées à travailler. Enfin, il y a plus de soirée, il y a plus de week-end. Enfin, voilà, c'est des marchés ouverts 7 jours sur 7. La technologie, elle change chaque jour. Chaque jour, il y a un layer 2, un layer 3. Il y a les ZK, il y a les Snark, il y a les Stark, il y a je sais pas, Kakarot qui décide de faire qui décide d'introduire en fait le VM compatibilité de Starknet. Enfin, c'est C'est des opportunités à chaque fois. Ouais. c'est ça, c'est ça. Après, il faut savoir se donner des limites. Mais est-ce que c'est vivable pour toi? Est-ce que c'est pas trop stressant, par exemple? Parce que ça peut vite te bouffer, tu vois. Genre, c'est même difficile mentalement? Parce que c'est des boulots où vous manipulez quand même à la fin de l'argent, souvent des quantités in fine qui sont assez importantes. Vous avez aussi une certaine part de responsabilité. Comment toi, tu vis, entre guillemets, cette responsabilité? Est-ce que c'est pas très stressant, enfin pas trop stressant et pas trop oppressant aussi, Alors, vu la quantité de travail. c'est une passion, donc enfin, c'est un choix. Enfin, c'était mon choix de venir travailler en fait en crypto. Et du coup, c'est vraiment une passion. Donc, je compte pas mes heures et c'est un peu comme si je, je sais pas, je jouais au paddle. Enfin, voilà, c'est un truc qui me plaît, qui me stimule intellectuellement. Donc c'est un truc qui me plaît et ça me dérange absolument pas De passer du temps. de passer du temps. Enfin, je sens pas que je passe du temps, quoi. Et émotionnellement, est-ce que parfois ça t'arrive d'être stressé par rapport à des situations précises? Ou est-ce que le fait que vous ayez mis énormément de pare-feu et de gestion du risque, etc., ça te permet de rendre ça un petit peu plus vivable? Enfin au début, il y avait beaucoup de stress parce que justement il n'y avait pas assez de framework vu qu'on a tout construit from scratch. Mais petit à petit, voilà, tu prends du recul et tu fais en sorte de ne plus vivre comme ça. Enfin, voilà. Enfin, tu prends du recul par rapport à ce que tu fais forcément. Enfin, si un chirurgien et d'ailleurs c'est très bien parce que si un chirurgien est stressé à chaque fois qu'il doit faire une opération, enfin, je pense que l'opération elle fonctionnerait pas une fois sur deux. Bah, Il commence à trembler, etc. avant de charcuter. en tout cas, faut être capable de gérer ton stress, quoi. Faut C'est être ça. capable de le contenir. Donc, après, c'est comme un artiste, hein, à force de monter sur scène devant des milliers de personnes tous les jours, ou même, je sais pas, toutes les semaines, c'est quelque chose que comment dire, que t'appréhendes mieux et que tu contrôles mieux, quoi. Je pense que il y a une petite période d'adaptation, mais en vrai, j'ai tendance à croire que l'humain est capable de s'habituer à quasiment tout. Donc, à haute fréquence, je pense. Oui, oui, je Ouais. suis complètement d'accord avec toi.